Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Mustapha Sehimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Parlement, l'opposition s'autocensure. Le voici en podcast pour vous. Clap de fin pour le projet de motion de censure de l'opposition contre le gouvernement Hakanouch. Les préparatifs ont été passablement laborieux et l'Union socialiste des forces populaires s'est ravisée dans des conditions peu claires pour mettre un terme à cette initiative. Un positionnement de la formation de Driss Lashgar pour la séquence post-2026. Mustapha Sehimi entame sa réflexion par ce constat sans équivoque, dressant un premier bilan préoccupant de l'état du Parlement marocain de la manière suivante. Pour commencer, peut-être est-il utile de faire ce constat, la vie parlementaire, telle qu'elle se déroule, paraît bien essoufflée, décalée et sans grand intérêt pour les citoyens. Il poursuit en s'interrogeant sur la nature même de cette institution législative ainsi. Le Parlement, une simple chambre d'enregistrement comme le martèle l'opposition, une qualification sans beaucoup de nuances. Il est vrai que le gouvernement ne se distingue pas tellement par une disposition à l'endroit de cette institution où il a pourtant une majorité confortable dans chacune des deux chambres. Mustapha Sehimi approfondit sa réflexion en abordant le rôle et les limites des députés dans l'exercice de leur mandat. C'est que, les députés, dans l'exercice de leur mandat, n'arrivent pas à s'investir pleinement dans leur mission. À quoi bon ? Ceux de la majorité n'ont pas d'autre choix que de suivre leurs trois groupes respectifs, à savoir le RNI, le PAN et le PI. Il élargit ensuite son propos à la situation de l'opposition parlementaire de cette manière. Quant à ceux de l'opposition, ils s'estiment, non sans raison, marginalisés par toutes sortes d'actes, refus d'une commission parlementaire sur le marché des ovins, absence des ministres sur le banc du gouvernement, minoration corsetée des mécanismes de contrôle, etc. Le chroniqueur invité illustre cette atmosphère de désengagement par des chiffres révélateurs ainsi. Rien d'étonnant dans ces conditions que l'abstention se soit durablement installée, la loi de finances 2025 a été votée seulement par 178 députés contre 57. Celle de 2024 était également dans le même étiage, en l'occurrence 175-59e. La loi organique sur le droit de grève adoptée le 5 février dernier par 80 voix contre 20, et la loi modificative du code de procédure pénale votée le mardi 20 mai avec 130 voix contre 40. Il met alors en lumière la faible représentativité des lois votées, pointant du doigt un déficit démocratique inquiétant en ces mots. Voilà des textes législatifs importants approuvés avec une faible voire très faible majorité des 395 membres de la Chambre des représentants. Passant à une analyse plus structurelle, Mustapha Sehimi examine ensuite les forces et les divisions internes de l'opposition. Qu'en est-il maintenant du côté de l'opposition ? Numériquement, elle compte 125 voix réparties comme suit, USFP, 34. MP, 28, UC, 23, PPS, 22 et PJD, 13. Il s'interroge alors sur l'unité de cette opposition, révélant les tensions et antagonismes interhérités du passé en ces mots. Est-elle unie ? Pas vraiment. Pèsent encore sur elle des contraintes de la précédente législature. Il revient alors sur plusieurs contentieux historiques qui entravent aujourd'hui toute dynamique commune. D'abord, il y a le lourd contentieux entre le PJD et l'Union socialiste des forces populaires qui avait empêché Abdelila Ben-Kiran, alors chef de l'exécutif sortant, de disposer d'une majorité de reconduction en avril 2017. Ensuite, notons les mauvais rapports entre l'Union socialiste des forces populaires et le Parti du progrès et du socialisme, pourtant alliés au sein de plusieurs cabinets depuis celui de l'alternance en 1988. Aussi, la relégation peu ou prou du MP considéré comme un parti supplétif. Et enfin, la marginalisation totale de l'UC qui n'a, d'ailleurs, pas été associée aux concertations menées en vue de la motion de censure alors envisagée. Dans une analyse plus fine, Mustapha Sehimi attire l'attention sur les jeux d'ego et de leadership au sein de cette opposition fragmentée. Au total, comme pour complexifier ce processus, il paraît judicieux de mentionner un certain subjectivisme extrêmement prégnant entre les dirigeants du PJD, de l'Union socialiste des forces populaires, du Parti du progrès et du socialisme et du MP. Ce subjectivisme ne favorise pas un climat unitaire, conjoncturellement apaisé. Tant s'en faut. Il revient alors à la motion de censure avortée pour en examiner les causes profondes. La motion de censure avortée, donc, aujourd'hui, n'est peut-être vraiment intelligible que si l'on prend également en compte d'autres paramètres. Et il résume en une phrase l'état d'esprit et les justifications qui auraient pu nourrir cette initiative parlementaire. Autant dire que l'opposition avait là tous les ingrédients pour entretenir et justifier une motion de censure. Mustapha Sehimi développe alors un véritable plaidoyer sur les raisons légitimes d'une telle démarche contre le gouvernement actuel.
Globalement, l'on peut penser qu'il y a matière à justifier cette procédure de sanction offerte par la Constitution, crise sociale, chômage structurel de l'ordre de 13,3% surtout chez les jeunes et les femmes, et, notamment aggravé dans les rangs des jeunes diplômés, des promesses non tenues, un dialogue social défaillant, l'aggravation des inégalités et de la corruption, des conflits d'intérêts majeurs mettant en cause le chef de l'exécutif, un cabinet remanié en octobre dernier, mais largement marqué du sceau de la cooptation et du clientélisme sans ouverture vers de réelles compétences, etc. Il insiste à nouveau sur le paradoxe de cette opposition qui, malgré de nombreux motifs valables, a finalement renoncé à agir. Autant dire que l'opposition avait là tous les ingrédients pour entretenir et justifier une motion de censure. Mais tel n'est plus le cas à cause du fait du retrait de l'Union socialiste des forces populaires, sans autre forme de procès. Le chroniqueur s'attarde ensuite sur les raisons invoquées officiellement, tout en exprimant une certaine réserve quant à leur crédibilité. Les explications données par cette formation socialiste sont-elles convaincantes? Il cite alors les éléments avancés par le parti pour justifier son retrait. Le communiqué publié à cette occasion présente, pêle-mêle, certains éléments de réponse, calcul égoïste des partis, incapacité à finaliser un texte commun et à décider du choix du parti devant présenter la motion de censure à la délibération de la Chambre des représentants, etc. Mais Mustapha Sehimi propose une lecture plus politique, voire plus stratégique de ce désistement. En réalité, il en est sans doute autrement. L'une des lectures avancées par le président du groupement parlementaire PJD, Abdallah Bouanou, fait état de pression subie par l'Union socialiste des forces populaires pour se retirer, faisant même référence à quelques de ils. Et il précise la nature de ces soupçons en pointant une figure bien connue de la scène politique. Plus clairement, de quoi s'agit-il? Des ambiguïtés reprochées à Driss Lashgar, premier secrétaire de la formation socialiste, qui se positionne ainsi dans l'optique du prochain cabinet post-2026. Il suggère que cette manœuvre pourrait relever d'une stratégie d'anticipation électorale et de repositionnement politique. Inconsolable dans l'opposition depuis 2011, après une expérience gouvernementale de plus de 10 ans, 1998 à 2011, Driss Lashgar a-t-il voulu, aujourd'hui, donner à Aziza Kanouche des gages susceptibles de lui éviter un débat général difficile lié à la délibération d'une motion de censure? Mustapha Sehimi conclut son article sur un constat d'échec collectif et une désillusion démocratique. Voici, donc, une opportunité ratée pour l'opposition qui s'empêtre dans la division et dont la parole reste peu audible. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.